Des manifestations parfois très violentes et durement réprimées, mais pas seulement. Des engins de chantier sont parfois brûlés, comme ces bétonnières. Et récemment, un pas supplémentaire a été franchi. Ils sont environ 30 000 à défiler ce jour-là. 30 000 sur une vallée qui compte 60 000 habitants. Une petite vallée alpine préservée, le Val di Susa. Dans les prochains mois, il est très important de poursuivre la lutte. C'est là que doit passer le futur TGV Lyon-Turin. Un projet dont ces manifestants ne veulent pas. Ils le jugent pharaonique. Il coûtera 26 milliards d'euros et nécessitera le percement d'un tunnel de 58 km sous la montagne. Un projet dangereux selon les opposants, car le sous-sol recèle de l'amiante et de l'uranium. À la manif, toutes les générations sont là. Il y a des gens qui viennent de toute l'Italie. C'est un jour très important pour réunir tous les noyaux de lutte sur le territoire. Toutes les tendances politiques et religieuses sont représentées, des catholiques aux anarchistes, même de France. Depuis 2005, des manifestations comme celle-ci, ou plus violentes, se sont multipliées. Conséquence, le démarrage du chantier est sans cesse retardé. Du coup, dans le camp d'en face, on organise la communication. Le chantier du TGV, le voici. Les journalistes sont invités sur place pour constater l'avancement des travaux. Des travaux non polluants et sans danger, assure-t-on. Il n'y a pas de movimentation de déblais pour la vallée et donc pas de problème pour la population, pour le... Comment ça dit pollution? La pollution? Oui, mais merci. Mais ce que les promoteurs du projet ne parviennent pas à cacher, c'est cela. Le chantier ressemble à un camp retranché, sous haute surveillance policière et militaire, car il fait régulièrement l'objet d'attaques des opposants. Et ici, les manifestations des opposants ont été très violentes. Des bouteilles incendiaires, des pierres, et très dangereuses pour les ouvriers. Oui, pour les ouvriers et tous les gens qui travaillent ici. Des manifestations parfois très violentes et durement réprimées. Comme ici, le 8 décembre 2011, des Black Blocs venus de toute l'Italie et même d'ailleurs tentent de pénétrer sur le chantier et affrontent les forces de l'ordre. Des affrontements violents, mais pas seulement. Depuis plusieurs mois, l'opposition se durcit. Des engins de chantier sont parfois brûlés, comme ces bétonnières. Et récemment, un pas supplémentaire a été franchi. Massimo Numa est journaliste au quotidien La Stampa. C'est la bête noire des opposants au TGV, qui l'accuse d'être le porte-voix des flics, car il ne cesse de dénoncer la violence des manifestants. Le 1er octobre, il a reçu un disque dur piégé. À l'intérieur de ce disque dur, il y avait plusieurs dizaines de grammes de nitrocellulose, qui est une substance explosive. Et si on l'avait branché dans le PC, en quelques secondes, ça aurait explosé. Et ça m'aurait explosé en plein visage. Ces envois de colis explosifs s'inspirent d'une forme d'action politique que l'on voit en Espagne, en Italie et en Grèce. Ce sont des attentats, c'est du terrorisme. L'enquête n'a pas permis de déterminer si le colis avait été envoyé par des opposants au TGV. Mais le pouvoir brandit le spectre d'un retour des années de plomb italiennes, les années 70, lorsque des milliers de militants d'extrême gauche avaient pris les armes. Manifestations armées, enlèvements, assassinats, attentats, les autorités ont peur que l'histoire se répète. Surtout que les services de renseignement ont remarqué la présence d'anciens de la lutte armée dans le mouvement anti-TGV. C'est inquiétant de voir ces gens qui ont ce passé. Ce ne sont pas des cas isolés. On les retrouve dans ce combat anti-TGV avec des intentions probablement malveillantes. On n'est pas dans le terrorisme, mais on est dans l'antichambre du terrorisme. Un ancien des groupes d'extrême gauche des années 70 dans le mouvement anti-TGV, nous en avons retrouvé un. Giovanni appartenait à Lotta Continua, un groupe radical dont certains membres ont ensuite basculé dans la lutte armée. Ce n'est pas le cas de Giovanni. Pour lui, la présence d'anciens des groupes armés dans le mouvement anti-TGV ne signifie rien.
Le terrorisme ne fait pas partie de l'ADN de ce mouvement. Bien sûr, à l'intérieur de ce mouvement, il y a aussi quelques personnes qui, dans le passé, ont fait partie du groupe armé Prima Linea. Mais ce sont des citoyens de la vallée comme les autres. Alors qui sont donc ces activistes du mouvement anti-TGV qui font peur aux autorités? Giovanni Vighetti nous emmène à leur rencontre. Nous sommes à Bussoleno, une bourgade de 6500 habitants dans la vallée. C'est le fief des rebelles. Ici, le café où ils se rencontrent régulièrement. J'ai été résistant contre le fascisme, ici, dans la vallée. Il y a une tradition dans le Val des Susa de ne pas se laisser faire. Il y a ici une atmosphère qui rappelle beaucoup celle qui régnait dans la résistance. Car Bussoleno a une longue tradition de résistance qui marque encore aujourd'hui la mémoire des habitants. Francesco est né ici, dans cette rue. Il est l'un des leaders du mouvement contre le TGV. Il est fier de l'histoire de son village. Dans ce village, plus de 50 jeunes résistants antifascistes sont morts, dans un village qui ne comptait que quelques milliers d'habitants. C'est quelque chose qui a laissé des traces, et c'est un exemple pour nous. Francesco se veut l'héritier de ces résistants et ne condamne pas les actes de sabotage du mouvement anti-TGV. Mais il fixe des limites claires à la violence. On a toujours dit qu'on ne s'en prendrait pas aux personnes, mais qu'on essaierait par tous les autres moyens d'empêcher ce projet. En bloquant ces machines avec notre corps, en faisant barrage aux camions et éventuellement en cassant ces machines. Le terrorisme, c'est un mot, un terme qu'on applique aux peuples qui résistent quand on veut les présenter sous un mauvais jour, les diaboliser. Ça ne nous concerne pas. Nous n'avons jamais eu l'intention de faire peur aux gens. En tout cas, terrorisme ou pas, c'est bien la police antiterroriste qui traite désormais l'affaire du Val di Susa. Avec une répression particulièrement sévère, plus de 160 activistes ont été arrêtés ces derniers mois. Et 46 d'entre eux vont prochainement passer en procès pour avoir participé à des affrontements ou résisté à la police. À même l'embarcadère, les migrants peuvent se reposer pour la première fois après des jours en mer dans des conditions épouvantables. Comment s'est passée la traversée? C'était difficile? Manque de nourriture. Combien de jours? Ça fait 3 jours comme ça. J'étais en sous-charge. Je n'ai pas vu comment il est venu. J'étais en bas. Voici le San Giorgio, l'un des plus grands navires de la marine italienne. Il vient d'appareiller de Sicile pour faire route vers Lampedusa, la petite île italienne perdue au beau milieu de la Méditerranée. Ce petit bout d'Europe près des côtes africaines, c'est l'objectif de tous les migrants. Par milliers, ils s'embarquent clandestinement en Libye, entassés sur des bateaux qui tiennent à peine la mer, à la merci des passeurs. Les risques sont permanents. Comme on le voit sur ces images de la marine italienne tournées il y a quelques jours, les sauveteurs tentent de faire asseoir les migrants. Ils pourraient faire chavirer le bateau et se noyer. Ils leur envoient ensuite des gilets de sauvetage. Le transbordement va commencer. Mais après les peurs de la traversée, les privations, l'attente est insupportable. Les migrants paniquent. Les enfants sont secourus en premier. Pas de mort ce jour-là, contrairement au 9 juin dernier, quand un Zodiac surchargé s'est renversé, 3 noyés. En octobre dernier, après la mort de 400 migrants, l'Italie a décidé de patrouiller en Méditerranée pour repêcher des vivants plutôt que des morts. C'est l'opération Mare Nostrum. C'est la mission du navire militaire San Giorgio sur lequel nous avons eu l'autorisation d'embarquer. Quelques heures après le départ, nous croisons 2 autres navires militaires, le Bergamini et l'Etna. À leur bord, déjà plus de 1500 migrants récupérés en mer. Le commandant a reçu ses ordres. Nous allons accueillir à notre bord les migrants du Bergamini. Une fois complètement ravitaillé, il pourra retourner sur zone pour poursuivre sa mission.
L'Etna, lui, va ensuite se diriger vers le port désigné par le ministère de l'Intérieur pour débarquer les migrants. Notre navire est le seul à avoir une grande capacité d'accueil. La mission du commandant est donc d'aller récupérer les migrants sauvés par les autres bateaux militaires. Distance 1100 mètres. Nous approchons. Première image perturbante, comme il fait déjà très chaud, les migrants sont arrosés au jet d'eau. On veut savoir si les migrants ont été triés sanitairement et s'ils ont subi les contrôles de sécurité. Réponse négative. Tout se fera dans la cale du navire. Les militaires y attendent les premiers migrants, avec masques et tenues de protection. La peur d'éventuelles maladies. Les premiers Zodiacs arrivent. Avec des femmes et des enfants. Eux aussi ont entrepris cette terrible traversée. Les enfants sont désorientés. Ils sont effrayés par ces inconnus dont on ne voit pas le visage. Ils ont peur aussi d'être séparés de leurs parents, comme ce petit garçon en t-shirt blanc. C'est ta maman? Madame? Madame? Sa mère ne le voit pas. Madame, s'il vous plaît. Prenez votre fils par la main. Emmenez votre fils. Cette femme a été séparée de son mari pendant leur sauvetage. Mais par le plus grand des hasards, il est ici. Merci. Aladin est palestinien. Il s'est embarqué en Libye avec sa femme et ses 3 enfants. Ils ont passé 1 jour et demi en mer sur un bateau de 10 mètres de long. Il y avait plein de gens, plus de 400. On pleurait et on a sauté à l'eau. Les militaires nous ont sauvés. Merci, ils m'ont sauvé. Toute la route est très dangereuse. Si je l'avais su avant d'être ici, je ne serais peut-être pas venu. Ils viennent de Syrie, d'Érythrée, du Mali, du Soudan, de Gambie. 25 hommes. Tous ici ont bravé d'innombrables dangers. La traversée en mer, mais aussi les semaines de marche à travers le désert pour gagner la Libye. Ils sont des milliers chaque semaine à venir, en laissant toute leur vie derrière eux. Arrêtez-vous ici. On les installe là-bas et après on fait des contrôles. À même l'embarcadère, les migrants peuvent se reposer pour la première fois après des jours en mer dans des conditions épouvantables. Comment s'est passée la traversée? C'était difficile. Manque de nourriture. Combien de jours? Ça fait 3 jours comme ça. J'étais en sous-charge. Je n'ai pas vu comment il est venu. J'étais en bas. « 3 jours passés dans le noir et la chaleur d'une cale sans manger, entourés de centaines de personnes. Ils sont sauvés maintenant, mais ils ne mangeront pas tout de suite. D'abord les contrôles, derrière ces rideaux. Nous y retrouvons Aladin et ses enfants. Comme tous les migrants, il doit donner son téléphone portable. Vous avez un téléphone? Je suis palestinien. Téléphone? Le téléphone leur sera rendu à terre. Règle de sécurité. Maintenant, l'enregistrement. 3 blancs. Ils sont classés en plusieurs couleurs. Blanc, rouge, bleu, vert. Après, il y a une petite fille. 2 bébés? Non, 3, plus ma femme. Les différentes évacuations créent beaucoup de confusion.
Alors lui, c'est le 58 blanc. Ils passeront 2 jours encore sur le bateau, à même le sol, avant d'être débarqués en Italie. Entre-temps, notre navire ira récupérer d'autres migrants. Les conditions sont difficiles et en tout, ils seront 1027 à se partager la cale. Les militaires disent ne pas pouvoir faire autrement. C'est un bateau militaire. C'est un peu spartiate. De toute façon, avec notre budget, c'est la seule chose qu'on peut leur offrir. L'Italie est bien seule. Mare Nostrum, le sauvetage des migrants, est une opération 100% italienne. Comme sur chaque bateau du dispositif, il y a un commandant Mare Nostrum sur le San Giorgio. Le voici, le capitaine Massimo Vianello. À demi-mot, il critique l'inaction des autres pays européens. La marine n'a pas la prétention de dire que Mare Nostrum résout le problème. La solution doit être cherchée ailleurs. La marine intervient sur des faits réels, et ces faits réels, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en danger de mort, et que notre devoir, c'est d'intervenir pour leur sauver la vie. Vous aimeriez avoir des bateaux français avec vous, par exemple? Ça fait toujours plaisir de voir des bateaux étrangers avec nous. Mais c'est un problème qui doit être discuté dans les sphères compétentes. Ceci dit, les marines militaires collaborent entre elles depuis longtemps. Ce ne serait pas un problème. Le message est clair. Les militaires, peu habitués à gérer ce genre de situation, se détendent à la poupe du navire. La nuit tombe. La journée du lendemain sera aussi difficile pour tout le monde. Dès le matin, les équipes du San Giorgio se préparent de nouveau à accueillir des migrants. Parmi elles, le médecin militaire Ottavia Balbi. La nuit a été tranquille. Ça s'est bien passé. Ils ont mangé et se sont endormis tout de suite. La nuit a été très tranquille. Ça recommence. Nous retrouvons Ottavia à l'infirmerie. Il n'y a qu'un interprète sur le bateau, jamais disponible. Il faut alors se faire comprendre autrement. Une femme demande un médecin. Elle est peut-être enceinte. J'arrive tout de suite. Ottavia, toujours par geste, arrive à dialoguer avec cette femme qui vient de Syrie. 6 mois? Elle est enceinte de 6 mois et elle a des douleurs. La petite fille n'arrive pas à dormir. Elle a peut-être la colique. On va lui donner à manger. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les maladies, les traumatismes, l'épuisement causé par leur périple, avant même la traversée en mer. Malgré les conditions très difficiles de l'accueil, personne ne se plaint. Ils reprennent des forces en affrontant déjà une certaine indifférence. Dernier jour sur le bateau. Quelques heures avant l'arrivée, le capitaine en second a réuni ses hommes pour un dernier briefing. J'aurais besoin très rapidement de gardes pour pouvoir contrôler et éventuellement filmer les migrants avant l'arrivée au port. Garde à vous. Rompez. On approche de Taranto, dans les Pouilles. Le comité d'accueil est là.
médecins et policiers. Les migrants vivent leurs derniers instants dans les cales. Ces jeunes Syriens sont ravis, ils ont enfin échappé à la guerre qui dévore leur pays. C'est bon d'être enfin en sécurité. Pour Aladin et les 1026 autres migrants, c'est l'heure du débarquement. Le premier migrant sort sur une civière, malade et épuisé. Les autres suivent. Enfin, ils peuvent échapper à la puanteur de la cale. Enfin, ils sont en Italie. Pour la première fois, ils posent le pied en Europe. Le but de leur périple. Dehors, fonctionnaires municipaux et associations se partagent l'accueil des migrants. Alors, 530 au marché, 70, non en fait 80, 90 au square, et à Richardi, disons 120, 130. Il faut toujours en rajouter. Et on ne sait pas combien il y en a déjà là-bas, ok? Des dizaines de bus ont été réquisitionnés. Bonjour, bonjour, bienvenue. Quel âge as-tu? Descends, descends. Il y a un bus spécial pour toi. Un mineur, encore un mineur. Les mineurs isolés sont hébergés à part. L'État a l'obligation de les protéger. Dans la foule, Simona et Maria, membres d'associations d'aide aux migrants. Elles sont venues chercher 200 personnes, des familles et des hommes seuls. Maria accompagne une cinquantaine d'entre eux dans le bus. Pour les naufragés, c'est une première prise de contact souriante. Je ne sais pas si tout le monde me comprend. Oui? Bien. C'était un long voyage, hein. Mais maintenant, le plus dur est passé, je l'espère, pour vous et pour nous. Bienvenue en Italie. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Les migrants partent dans toutes les directions, escortés par les carabinieri, les policiers italiens. Nous arrivons à Martina Franca, à une demi-heure de route du port. La dernière étape pour certains. La mairie a mis à disposition un de ses locaux et Simona organise l'arrivée avec des bénévoles. Faites un cordon, de façon à ce qu'ils comprennent visuellement où ils doivent aller. Tenez-vous par la main, jusque là-bas. Tenez-vous par la main. Le centre improvisé va finalement accueillir 150 personnes. Une épreuve pour la mairie, qui gère ce genre de situation pour la toute première fois. On ne s'attendait pas à voir autant de monde. Vous allez faire comment alors? On s'entraide. Le maire, les bénévoles, les adjoints, toute la ville est là. Encore quelques formalités administratives. Aladin s'y prête de bonne grâce. Il a la voix cassée, mais il semble heureux. Alors, comment ça va? Je suis sauvé maintenant. Les enfants peuvent de nouveau être des enfants et non plus des naufragés. Mais leur odyssée ne va pas s'arrêter là. La majorité d'entre eux va reprendre la route, clandestinement. À leur arrivée en Italie, les migrants ne sont pas tous enfermés dans des centres de rétention déjà surchargés. Ici, par exemple, il s'agit juste d'un centre d'accueil non surveillé. Vous avez encore besoin de nous? Non, non, merci beaucoup. Merci, au revoir.
Aladin et sa famille se dirigeront vers l'Allemagne, d'autres vers l'Angleterre, la France ou la Suède, en espérant ne pas se faire expulser. Il s'agit bien d'un problème européen, même si de Paris à Berlin, on laisse l'Italie se débrouiller toute seule. Depuis le début de l'opération Mare Nostrum en octobre dernier, la marine a sauvé 55 000 migrants. Call girl marocaine de 17 ans, payée pour participer dans la villa de Berlusconi aux fameuses Bunga Bongas et parties fines. Là encore, le président du conseil de l'époque méprise cette accusation et tente même de tourner l'histoire à son avantage. Ça m'arrive de regarder les filles, et alors? Il vaut mieux être passionné par les belles filles plutôt qu'être gay, non? Rome, lundi dernier. Branle-bas de combat au Parlement italien. Berlusconi vient de donner l'ordre aux 5 ministres de son parti de démissionner de la fragile coalition gouvernementale. L'objectif du Cavaliere, créer le chaos politique pour échapper à la justice, et ses proches menacent déjà. Si Berlusconi abandonne la politique pendant 6 ans pour indignité morale, l'alliance entre la gauche et la droite volera en éclats. L'auteur de ce coup politique, le voici, à la sortie de sa résidence romaine. Il a le visage des mauvais soirs et pour cause. Pour la première fois de sa vie, le sénateur risque 5 ans d'inéligibilité et peut-être la prison. Ça faisait 20 ans que les juges essayaient d'avoir sa peau. En 1994, il est accusé d'avoir corrompu la police financière, acquitté. 1 an plus tard, on le soupçonne d'avoir acheté avec une caisse noire un joueur de l'AC Milan. Sa majorité vote une loi en sa faveur, acquitté. La même année, Berlusconi est impliqué dans 2 affaires de fraude fiscale, de nouveau acquitté. 1996-98, en 20 ans, Berlusconi a été jugé dans 33 procès et toujours acquitté. Je suis sans doute l'homme le plus persécuté par les juges de toute l'histoire de l'humanité et dans le monde entier. Berlusconi, ce comédien qui réussirait presque à nous tirer une larme. Une posture loin d'émouvoir ce magistrat qui verrait plutôt l'ex-président du Conseil dans un rôle de Machiavel. La plupart de ces condamnations ont été annulées, soit parce qu'il a changé les lois en sa faveur, soit parce qu'il y a eu prescription. Si cela a duré si longtemps, c'est parce qu'il a été aidé pendant 20 ans par son parti et par d'autres gens. Il a été notamment soutenu par des sénateurs siciliens et par les pouvoirs économiques. Berlusconi a trouvé dans ce pays un terreau pour appliquer ses propres lois et pour transgresser les règles de la Constitution, et tout cela doit changer. Après 20 ans de bras de fer, les juges se frottent les mains. Il semble que leur pire ennemi va enfin tomber. Parmi les affaires de Berlusconi, il y en a une qui va faire trébucher le Cavaliere, c'est celle de Mediaset. Mediaset, c'est le nom de son empire médiatique. Il a fait de Berlusconi l'un des hommes les plus riches d'Italie, accusé de ne pas payer ses impôts et condamné en appel à 5 ans d'inéligibilité. Le jour du verdict, comme à son habitude, Berlusconi décide de défier ses adversaires. Il organise un immense meeting devant sa résidence romaine. Face à ses milliers de supporters, l'homme affirme qu'il ne se laissera pas faire. Je le dis en vous regardant dans les yeux, un par un, et je le dirai en regardant dans les yeux de chacun de mes soi-disant juges, je suis innocent. Je reste ici et je n'abandonne pas. Une attitude qui désole Alexandra Longo, éditorialiste au journal de centre-gauche La Repubblica. Berlusconi n'accepte pas sa condamnation en appel, ce qui est très grave, car il se considère comme un citoyen au-dessus des lois. C'est très grave car il est accusé de fraude fiscale. En fait, Berlusconi se prend pour Dieu lui-même. Dieu ou pas, Berlusconi risque de tomber pour d'autres affaires. Il est accusé d'avoir acheté en 2006 avec 3 millions d'euros le sénateur de centre-gauche Sergio De Gregorio. Son objectif, faire tomber le gouvernement de Romano Prodi. Procès à suivre. Troisième affaire, le Ruby Gate. C'est l'histoire de cette call girl marocaine de 17 ans, payée pour participer dans la villa de Berlusconi aux fameuses Bunga Bongas et parties fines, désormais célèbres de l'homme politique italien.
Là encore, le président du Conseil de l'époque méprise cette accusation et tente même de tourner l'histoire à son avantage. Ça m'arrive de regarder les filles, et alors? Il vaut mieux être passionné par les belles filles plutôt qu'être gay, non? Échec. Berlusconi est sommé de s'expliquer devant le Parlement. Il ne répond pas sur le fond comme d'habitude. Pour lui, c'est l'homme et seulement l'homme qui est attaqué. Ce n'est pas pour rien que ma cote de popularité en tant que président du Conseil est largement plus haute que celle de n'importe quel autre chef de gouvernement européen. Berlusconi ne croit pas un seul instant à une condamnation. Pourtant, en juin dernier, le verdict tombe, 7 ans de prison. L'homme fait appel, Ruby, elle, profite de sa notoriété en faisant des pubs à la télévision. L'ancienne call girl n'a peur de rien, même pas de soutenir en tenue légère son ancien client. Le pouvoir, maintenant qu'il a mis à nu la société, essaie de trouver un bouc émissaire afin que les Italiens ne voient pas les vrais problèmes. Mediaset, Gregorio, Rubygate, 3 scandales et toujours une seule et même défense pour le martyr Berlusconi, celle de la partialité des juges italiens à son égard. En août dernier, alors qu'il est condamné définitivement, l'ancien homme fort du pays, qui paraît bien affaibli, prononce un discours solennel à la télévision. La sentence d'aujourd'hui me fait dire qu'il y a des magistrats dans notre pays qui sont devenus irresponsables. C'est un organe de l'État à la fois incontrôlé et incontrôlable. Des juges incontrôlables qui persécuteraient sans relâche Berlusconi, un mot d'ordre répété à l'envi par ses alliés. Si certains de ses anciens partisans le lâchent, à la sortie du Sénat, ses proches continuent de soutenir leur idole de toujours. Berlusconi n'est pas fini, il est en pleine forme. C'est un grand homme. Et pourquoi ? Parce qu'il a tant fait pour l'Italie, on ne peut pas le mettre en prison. Les procès contre lui sont profondément injustes. C'est une invention des juges qui, au bout de 20 ans, ont finalement réussi à le faire tomber. Dernière image du Cavaliere, l'homme seul, lâché par une partie des siens, plonge la tête dans ses mains. Symbole de la fin d'un règne, après 20 ans de lutte, les juges, ses pires ennemis, ont fini par avoir sa tête. Mais Berlusconi, même s'il est condamné, n'ira sans doute pas en prison. Il devrait avoir le droit à une peine en résidence surveillée dans l'une de ces luxueuses demeures italiennes. De 1986 à 1992, la guerre entre Cosa Nostra et la Stygia a fait une 60aine de morts par an. Prison de haute sécurité de Sulmona dans les Abruzzes. 500 détenus, la moitié pour des crimes liés à la mafia. Il y a 2 jours, il s'est passé quelque chose d'étonnant ici. Un mafieux a été autorisé à faire la présentation d'un livre qu'il a écrit derrière les barreaux, Malherba, la mauvaise herbe en italien. Auparavant, sa maison d'édition, propriété de Silvio Berlusconi, a même pu tourner une vidéo promotionnelle dans sa cellule. Un trailer à l'américaine pour un livre dans lequel il raconte notamment sa vie d'assassin. À l'époque, je pensais que l'État et la mafia, c'était la même chose. Et ce sont ces convictions qui m'ont poussé à la violence. C'était tuer ou être tué. Le mafioso écrivain, le voici. Giuseppe Grassonelli, déjà 22 ans de prison. Il sourit beaucoup, il est bien habillé, il a l'air content. C'est sa journée, il nous reçoit chez lui. Ne faites rien qui puisse vous priver de votre liberté. Parce que c'est le bien le plus précieux de la vie. Avoir la possibilité d'aller à la mer, de manger une pizza, de danser. Une scène surréaliste. Des prisonniers qui applaudissent debout un assassin avec des policiers pour spectateurs. Les policiers, eux, font un peu la gueule. D'autant plus que le mafioso vient de recevoir un prix littéraire important. La polémique n'a pas tardé. Comment on récompense un mafieux qui en plus ne s'est jamais repenti? Le co-auteur du livre, le journaliste Carmelo Sardo, essaye de balayer l'argument. Qu'on le veuille ou non, Malherba a gagné ce prix littéraire, parce qu'un jury populaire l'a choisi.
Mais le problème, c'est que Grassonelli oublie un peu ses victimes. Nous lui demandons alors s'il a un message à leur faire passer. Le livre est une lettre ouverte aux victimes. Mais précisément, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Le message, c'est que nous sommes tous des victimes. Dans ce contexte, il n'y a que des victimes. Pas d'excuses, ni de remords. Tous des victimes, l'argument est un peu court. Nous sommes allés à Porto Empedocle, en plein cœur de la Sicile, la ville natale de Grassonelli et le théâtre de sa dérive sanglante dans les années 80 et 90. À la base de cette violence, il y a d'abord une lutte pour le contrôle du trafic de stupéfiants. Giuseppe Grassonelli a été condamné en 1992 à la perpétuité pour une série de meurtres. Il avait 23 ans. À l'époque, son gang, la Stigia, était en pleine lutte de pouvoir contre Cosa Nostra, la branche mafieuse la plus puissante de Sicile. De 1986 à 1992, la guerre entre Cosa Nostra et la Stigia a fait une soixantaine de morts par an. Voici le journaliste Fabio Russello. Il nous raconte cette sale guerre qui a commencé en 1986 avec une attaque contre la famille Grassonelli. C'est ici qu'a eu lieu le premier massacre de Porto Empedocle. Les tueurs ont tiré dans la foule à coups de Kalachnikov et avec des fusils à canon scié. Les membres de la famille Grassonelli sont morts juste là. 6 morts en tout. Giuseppe et son gang décident alors de se venger. Ici, il y a eu la riposte de Grassonelli après le massacre de 1986. Il y avait même un de ses amis d'enfance qui faisait partie du clan rival. Ils se connaissaient depuis tout petit, mais Grassonelli l'a tué quand même. C'est ça la vengeance. Bilan, 4 morts, dont un complet innocent. 23 ans après, sa mère habite toujours là, mais elle n'a pas osé nous parler. La vendetta, la vengeance. La mafia m'a attaqué, j'ai dû me défendre. C'est l'excuse que brandit Grassonelli dans son livre pour expliquer ses crimes. Mais il oublie beaucoup de choses. Pour le comprendre, nous nous sommes rendus à Palerme, la ville symbole de la mafia, avec son imposant palais de justice, au mur orné des photos des juges et policiers qui ont payé de leur vie le combat contre le crime organisé. Le procureur Vittorio Teresi a instruit l'affaire Grassonelli et il le dit, l'écrivain tueur était un mafieux à 100%. C'était la tête pensante de cette bande composée de tueurs impitoyables, de voleurs, de dealers. La vengeance, c'était juste un prétexte. Parce que, par exemple, leur guerre a fait comme victime un juge. Et ça, il n'en dit pas un mot dans le livre. Leur guerre, en fait, est devenue un affrontement violent contre l'État. Galati Mamertino, en Sicile. Nous avons rendez-vous avec un intellectuel très respecté en Italie. Gaspare Agnello vient recevoir ce jour-là une récompense pour son engagement contre le crime organisé. Il était juré du prix littéraire accordé au mafieux Grassonelli, mais il a aussitôt claqué la porte de l'institution quand il a appris le nom du vainqueur. Surtout qu'un autre écrivain en lice était la fille d'un juge assassiné par la mafia. C'en était trop. Le sang versé par Grassonelli est encore frais. Je suis pour la rédemption. Je suis contre l'enfermement à vie. Mais 20 ans après, les morts sont encore présents à Porto Empedocle. À Rome, nous retrouvons Carmelo Sardo, le co-auteur du livre. Pour lui,
la polémique n'a pas lieu d'être. Il ne veut retenir que l'image d'un homme qui, selon lui, a sacrifié sa vie pour témoigner. Il a écrit une lettre dans laquelle il demande pardon pour toute la violence qu'il a infligée. Et aujourd'hui, il se voit comme un collaborateur social de la justice, en livrant son témoignage et en se servant de sa future mort en prison comme d'un exemple. Il va passer sa vie derrière les barreaux parce qu'il n'a pas collaboré avec la justice. Il ne sortira de prison que dans un cercueil. Les morts de Giuseppe Grassonelli font vendre en tout cas. La France et l'Allemagne ont déjà acheté les droits du livre et son éditeur italien vient de lancer une réimpression. La marine italienne intervient une nouvelle fois après le naufrage d'un bateau chargé de clandestins. Quelques jours plus tôt, l'Italie connaissait la pire tragédie de l'immigration depuis 10 ans. Plus de 360 migrants trouvent la mort en mer Méditerranée. La communauté internationale s'indigne face au drame. L'image de ces centaines de cercueils ne quittera jamais mon esprit. Dans ce concert d'indignation, Philippe Marini, un sénateur UMP, va lâcher un tweet sur la toile qui va faire beaucoup de bruit. L'afflux des réfugiés africains à Lampedusa et bientôt chez nous me fait regretter la disparition du régime Kadhafi en Libye. Nostalgique d'une époque où le dictateur faisait chanter l'Europe. Les immigrés lui servaient d'esclaves et de monnaie d'échange. Pendant des années, Kadhafi a menacé de laisser traverser les 1 à 2 millions d'immigrés qui attendaient en Libye pour passer en Europe. En 2005, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, fait une visite à Tripoli pour poser les bases d'une collaboration sur l'immigration. On pourrait presque dire que pour les réseaux d'immigration clandestine, la frontière de l'Europe, c'est déjà le sud de la Libye. Mais Kadhafi ne veut pas jouer au garde-côte gratuitement. En 2010, il réclame publiquement 5 milliards d'euros par an à l'Europe pour l'aider à contrôler ses frontières. L'Italie lui fera finalement un chèque annuel de 250 millions. Je vous remercie pour cette coopération avec la Libye qui va permettre de lutter avec succès contre les clandestins. Reçu en grande pompe, le dictateur devient le meilleur voisin de l'Europe. Le printemps arabe marque la fin de la lune de miel. Avant l'intervention française en Libye, Kadhafi utilise l'immigration illégale comme dernière cartouche. L'Europe se sert de la Libye comme d'un sas de sécurité en Méditerranée pour stopper l'immigration illégale. L'Europe compte sur nous pour stopper les millions de Noirs qui pourraient arriver sur son territoire en Italie ou en France. La menace est claire, si l'Europe attaque la Libye, il ouvrira les vannes de l'immigration. Quelques mois plus tard, le régime tombe. Difficile pour l'instant de connaître l'impact de la chute de Kadhafi sur l'immigration illégale. Ce qui est certain, c'est qu'à Lampedusa, depuis quelques mois, les bateaux de migrants arrivent sans cesse. Presque tous viennent de Libye. Les épaves sont stockées en plein centre-ville. Giacomo est un des militants associatifs qui aident les réfugiés. Ils mettent combien de personnes ici dans ce genre de bateau? Ça dépend, beaucoup, jusqu'à 400, 500, 600. Ceux-là sont ramenés au port, mais d'autres sont coulés au large. Selon lui, sous Kadhafi, l'Union européenne cachait le problème de l'immigration sous le tapis libyen. Tant que les morts, la torture, la violence sont loin de nous, ils sont acceptés. Car ce qui est important, c'est de ne pas les avoir sous les yeux. En effet, ce que l'Europe ne voyait pas à l'époque de Kadhafi en Libye, c'est que les migrants y étaient traités comme des sous-hommes. Suite aux accords passés avec le dictateur, les plus chanceux s'entassaient dans des ghettos, les autres croupissaient dans des prisons. En 2007, nous avions recueilli leurs témoignages. On était là-bas plus de 500 personnes. Il y avait seulement 3 cellules. On mangeait une fois par 24 heures. Pour boire, c'est une fois lors de manger. C'est une fois que tu as droit à l'eau. Chaque 2 à 3 jours, il y a un mort. Et on prend le cadavre, je ne sais pas, les gens m'ont dit qu'on lance au Sahara.
Désormais, c'est à quelques kilomètres des plages paradisiaques de Lampedusa qu'ils s'entassent. Voici le centre d'hébergement des migrants. Capacité d'accueil 250 places, ils sont aujourd'hui près de 800. En ce moment, la plupart des réfugiés viennent de Syrie ou d'Érythrée. En attendant que les autorités italiennes fixent leur sort, certains vont prier dans l'église du village. Le prêtre érythréen célèbre 2 messes par jour. Nathan et ses copains sont arrivés sur le même bateau. Le frère de ce jeune homme est mort noyé le 3 octobre. Tous nous racontent le même parcours, un exode qui dure plusieurs années. J'ai passé 2 ans à Khartoum, au Soudan. Après, j'ai payé 1 200 € pour aller en Libye. Je suis passé par le désert. Je suis resté 5 jours dans le désert. Le destin de ces migrants n'a pas beaucoup changé depuis Kadhafi. Fini les prisons du tyran, aujourd'hui ils sont aux mains de bandes criminelles. En Libye aujourd'hui, le gouvernement n'est pas fort. Tout le monde a des pistolets, des armes. C'est un pays sans loi. Tout le monde nous bat. S'ils voient que tu es un migrant, ils te font peur et ils te forcent à payer. Ils font ce qu'ils veulent avec nous. Les 4 hommes attendent maintenant d'être transférés sur le continent italien. Ensuite, ils souhaiteraient retrouver leur famille installée aux Pays-Bas. Eugenio Ambrosi est un des dirigeants de l'Organisation internationale pour les migrations, une agence intergouvernementale qui surveille les flux migratoires. Selon lui, regretter Kadhafi est une erreur. Le tweet du sénateur sent le populisme. C'est un discours basé sur la peur. Avec la peur, on gagne des votes. Pour les migrants, ce n'était pas une solution. Ils ne mouraient pas dans la mer, ils mouraient dans les déserts. Officiellement, depuis 1994, 6825 immigrés sont morts noyés au large de Lampedusa. Impossible en revanche de connaître le nombre de disparus dans le désert libyen.